Madame, Monsieur, je vous remercie de votre écoute. Cette présentation est destinée aussi bien aux curistes avertis qu'à celles et à ceux qui vont réaliser pour la première fois une cure thermale. Elle durera une trentaine de minutes et j'espère que vous y trouverez des réponses aux questions que vous vous posez, voire même à celles que vous ne vous posez pas encore. Alors sans plus tarder, embarquons à destination de la station thermale. Vous découvrez sur cette page le plan de la présentation articulé autour de 5 grands chapitres. Alors évidemment, nous n'avons pas la chance d'être face à face, donc j'essaierai de compenser cette distanciation par une session de questions et de réponses. J'ai esquissé ici une définition de la cure thermale et la première chose à dire, c'est qu'il s'agit d'un acte médical qui s'inscrit dans le parcours de santé du patient. Il fait l'objet d'une double prescription médicale, à la fois par le médecin prescripteur et par le médecin thermal qui intervient sur place en station thermale. Si je devais risquer une analogie, peut-être avec le patinage artistique, alors il faudrait dire que la cure thermale est plus une figure imposée qu'une figure libre, car il existe un certain nombre de contraintes, notamment en termes de durée et de continuité des soins, lesquels sont dispensés dans un établissement qui est à la fois agréé et conventionné, et on verra par la suite la distinction entre l'agrément et le conventionnement. Ces soins thermaux sont inscrits à une grille, à une nomenclature. Ils sont tous à base d'eau minérale naturelle ou de ses dérivés que sont les gaz, les vapeurs et les boues. Enfin, ils sont dispensés dans un environnement encadré par des professionnels de santé et dans certaines conditions, la cure thermale est susceptible d'être prise en charge par l'assurance maladie. Revenons sur cette notion de double prescription médicale. Il faut distinguer d'une part le médecin prescripteur, médecin de ville, et d'autre part le médecin thermal installé en station thermale. Le médecin prescripteur est un généraliste ou un spécialiste, c'est lui qui remplit la demande de prise en charge. Il va y faire figurer le choix de la station ainsi que la simple ou la double orientation thérapeutique dont va bénéficier le curiste. Le médecin thermal, quant à lui, est implanté dans la station ou à proximité immédiate. Il exerce le plus souvent en mode libéral, parfois il est salarié des thermes. Je tiens à préciser que ce mode d'exercice n'influe en rien sur la qualité et les modalités de déroulement de la cure. Il est détenteur d'une qualification qui peut être une capacité en hydrologie, une attestation ou encore un DIU de pratique médicale en station thermale, ou alors il est détenteur d'une compétence acquise via son expérience et la pratique de la médecine thermale. C'est donc lui qui prescrit les soins thermaux lors de la première visite, il peut les adapter par la suite et quelquefois il est amené à administrer ce que l'on appelle les pratiques médicales complémentaires qui sont des actes techniques qui sont réservés aux médecins dans des orientations qui le plus souvent sont la dermatologie et les voies respiratoires. La cure thermale, c'est donc un format imposé de 18 jours de soins, nécessitant une présence en général sur place de 21 jours, dans la mesure où les soins ne sont pas dispensés les dimanches. Les traitements sont délivrés à raison de 4 à 6 soins par jour, dans le cas du traitement d'une unique affection, et de 6 à 8 soins par jour en cas de traitement en double orientation. Il existe néanmoins une seule dérogation à cette durée, et il s'agit des cures expérimentales dans le domaine du traitement post-cancer du sein pour les femmes en rémission complète et le sevrage des benzodiazépines par ailleurs. Dans ces deux cas, il est admis que la cure puisse durer de 12 à 18 jours. Il existe également une dérogation quant à la continuité des soins et cela concerne les cures infantiles pour lesquelles il était admis par l'assurance maladie que l'on puisse fractionner les traitements en 2 séquences de soins pour permettre aux enfants de réaliser les cures thermales en dehors des grandes vacances. Donc cela signifie que tous les autres séjours, quelle que soit leur durée et leur appellation, ne sont pas des cures thermales
et conséquemment ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Les établissements thermaux sont à la fois agréés et conventionnés. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ils bénéficient d'une part d'un agrément qui est un acte administratif délivré par le préfet qui reconnaît à la ressource utilisée la qualité d'eau minérale naturelle. Alors ce n'est pas le propos ici de définir ce qu'est une eau minérale naturelle, mais néanmoins il faut savoir qu'il s'agit d'une eau d'origine souterraine, pure à son émergence, et qui présente des composantes physico-chimiques stables dans le temps, et c'est ce dernier critère en particulier qui la distingue de l'eau de source. Par ailleurs, l'établissement bénéficie d'un conventionnement qui est une démarche d'adhésion à la Convention nationale thermale d'une durée de 5 ans, et cette adhésion elle est absolument nécessaire à la prise en charge des frais de cure par les régimes de l'assurance maladie. Cela signifie donc que les établissements thermaux sont sous une double tutelle administrative, à la fois du ministère de la Santé et de ses représentants à l'échelon régional, c'est-à-dire les agences régionales de santé, mais aussi de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors parlons de la ressource utilisée, c'est-à-dire de l'eau minérale naturelle. C'est une eau à part, puisqu'en fait elle doit avoir démontré ses vertus thérapeutiques, au moins dans le traitement d'une indication médicale, et ceci par l'intermédiaire d'une étude clinique qui est réalisée dans des conditions méthodologiques strictes et particulièrement exigeantes. Cette étude est soumise pour avis à l'Académie nationale de médecine. Si cet avis est favorable, eh bien l'établissement acquiert l'agrément pour l'orientation thérapeutique qui correspond à l'indication qui a fait l'objet de l'étude. Un établissement thermal n'est certes pas un établissement de santé, mais c'est un établissement de soins dans lequel exercent un certain nombre de catégories de professionnels de santé qui sont en quelque sorte les garants de la pertinence, de la qualité des actes médicaux qui sont délivrés et de la sécurité sanitaire. Bien, à ce stade, j'espère que vous percevez mieux ce qu'est la cure thermale et il faut maintenant nous interroger sur le public visé par cette médecine et d'emblée reconnaître avec humilité que cette eau, même si elle est puissante et efficace, n'est pas miraculeuse. Et le domaine de prédilection de la médecine thermale, eh bien, c'est celui de la prise en charge des maladies chroniques, qui sont d'ailleurs croissantes, comme vous le savez, en population générale. La médecine thermale n'est rarement une prescription en premier recours, en première intention, sauf peut-être dans des cas particuliers comme l'asthme. Elle est souvent une prescription en deuxième ou en troisième recours lorsqu'on constate une inefficacité des médications ou lorsque le patient rencontre des effets indésirables qui nécessitent de modifier son traitement ou de le compléter. Partir en cure thermale, oui, mais pour y traiter quel type de pathologie? Eh bien, c'est le rôle du médecin prescripteur que d'identifier les pathologies qui ne bénéficient pas ou peu du traitement thermal, de même que d'identifier les contre-indications qui, en règle générale, sont des affections de type évolutif, inflammatoire, infectieux ou tumoral, de même que les limitations à la balnéation, qui peuvent être également d'ordre psychique, telles que la phobie de la balnéation, et d'une façon plus générale l'altération de l'état de santé ou la perte d'autonomie lorsqu'elle n'est pas compensée par la présence d'un accompagnant. Alors ces contre-indications sont d'ordre général, mais il existe aussi des contre-indications momentanées telles que des épisodes inflammatoires, dans le cas par exemple des rhumatismes inflammatoires de type polyarthrite rhumatoïde ou arthrite. Terminons, si vous le voulez bien, ce panorama par quelques chiffres clés. 90 stations thermales en France, 113 établissements thermaux agréés et conventionnés. Cela signifie, vous l'avez compris, qu'il y a parfois plusieurs établissements thermaux dans la même station thermale.
Et enfin, je voudrais souligner deux caractéristiques du thermalisme français qui le distinguent d'autres pratiques thermales, que ce soit en Europe ou plus largement à l'international. D'une part, la spécialisation des stations thermales, puisqu'elles bénéficient de 1 à 4 orientations thérapeutiques en fonction essentiellement de la minéralité de l'eau, et d'autre part de la très large gamme des soins, puisqu'ils sont au nombre de 113 et qu'ils permettent une parfaite personnalisation des soins qui sont délivrés aux curistes. Vous voyez ici les 90 stations thermales françaises. En fait, j'imagine que vous les apercevez plus que vous ne les voyez, mais rassurez-vous, vous pouvez les retrouver sur le site de la médecine thermale. Ces stations sont disséminées au sud et à l'est d'une diagonale qui va de Biarritz à Metz et sont en fait localisées à proximité des zones de piémont ou montagneuses. Voici enfin le tableau des 12 orientations thérapeutiques, avec au premier rang l'indication Rennes, la rhumatologie, qui rallie 78% des curistes, et la seconde étant les voies respiratoires, qui concerne 8% des prescriptions de cure. Nous allons maintenant aborder un côté plus pratique lié à la prescription de la cure, à commencer par le formulaire de demande de prise en charge qui est rempli, je vous le rappelle, par le médecin prescripteur. Dans la partie haute du questionnaire figure un certain nombre d'informations qui permettent d'identifier le bénéficiaire de la cure. Je vous rappelle que le nombre de cures déjà effectuées est facultatif. Et au demeurant, il n'influe pas l'instruction de votre dossier, sauf s'il apparaissait bien sûr que vous avez déjà réalisé une cure dans le courant de l'année civile en cours. Voici la notice qui accompagne le questionnaire de prise en charge. Au dos du formulaire figure la déclaration de ressources. Alors quel est son intérêt à cette déclaration? Eh bien, comme on l'a vu, il y a un certain nombre de prestations complémentaires, notamment liées à l'hébergement et au transport, qui sont versées sous condition de ressources. Alors, si vous pensez pouvoir en bénéficier en fonction de vos revenus, eh bien, vous êtes invité bien sûr à compléter ces informations et en particulier à déclarer les revenus perçus au niveau de l'ensemble du foyer, les revenus de l'année qui précède l'année civile de prescription de la cure. Si vous pensez au contraire ne pas pouvoir accéder à ces prestations complémentaires, eh bien il faut quand même remplir au moins partiellement ce document en le barrant et en indiquant sans objet. Bien, j'espère que vous êtes toujours avec moi à ce stade. Nous allons maintenant aborder une session de questions-réponses, en commençant par celle-ci. À combien de cures ai-je droit par an? La règle est que chaque assuré a droit à une seule cure par an. Exceptionnellement, il est possible de réaliser 2 cures par an dans des cas très limités. C'est en particulier le cas où une double cure serait nécessaire au traitement de séquelles de brûlure. D'autres situations cliniques peuvent justifier 2 cures annuelles. C'est le médecin du service médical de votre caisse d'affiliation qui jugera de cette opportunité. Mais encore une fois, il est assez peu probable qu'il accède à ce type de demande. À quel moment faut-il demander la prise en charge? La règle est que la cure doit être réalisée au cours de l'année civile où sa prise en charge a été accordée. Il faut savoir que la demande de prise en charge peut être introduite en fin d'année pour l'année suivante. Lorsque la prise en charge est accordée en octobre ou en novembre, la cure devra nécessairement être réalisée au cours du premier trimestre de l'année suivante, ce qui peut être une contrainte forte. En revanche, une prise en charge accordée en décembre permettra de réaliser la cure à tout moment de l'année civile suivante. Un petit conseil supplémentaire, si vous avez programmé une date de séjour, ne tardez pas à transmettre à votre caisse votre demande de prise en charge. En effet, il faut souvent 3 semaines à 1 mois pour obtenir le formulaire de prise en charge, mais parfois plus si le fonctionnement de la caisse est perturbé. Sachez que si vous vous présentez à l'établissement thermal sans cette prise en charge, le tiers payant ne pourra pas vous être appliqué
et vous serez alors contraint de faire l'avance de l'intégralité des frais du traitement thermal. Pour éviter cette situation fâcheuse, prévoyez au moins 6 semaines entre la date d'envoi de votre prise en charge et le début de votre cure. Autre question, la cure peut-elle m'être refusée? La réponse en règle générale est non, dès lors que vous êtes à jour de vos droits d'assuré social. Le fait en particulier d'avoir un long historique de pratique thermale n'est pas de nature à réduire votre éligibilité à la cure thermale. En revanche, il existe quelques cas où l'accord de la cure sera soumis à l'avis du médecin contrôleur de votre caisse d'affiliation. C'est le cas, nous l'avons vu, d'une seconde cure dans l'année, mais aussi d'une cure avec hospitalisation ou d'une cure dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et enfin, cas plus rare, d'une demande de cure à l'étranger. Avec la transposition de la directive européenne sur les soins transfrontaliers, le refus est devenu plus rare, mais néanmoins, cette démarche n'est pas recommandée alors que les soins thermaux sont au moins d'aussi bonne qualité en France et que la surcharge administrative liée à une cure à l'étranger n'est pas négligeable, sans compter que l'avance des frais du traitement thermal doit être faite par le curiste. Qui choisit la station thermale? Vous le verrez sur le formulaire de prise en charge, c'est le médecin qui indique le choix de la station thermale, c'est aussi lui qui signe ce document, donc in fine c'est bien lui qui choisit la station thermale. Cependant, dans la plupart des cas, ce choix est concerté, souvent partagé, et la parole du curiste est prise en compte, surtout lorsque celui-ci a déjà expérimenté telle ou telle station. Question suivante. Peut-on choisir une station qui n'est pas la plus proche de son domicile? Alors les critères de choix d'une station sont multiples. Il faut en premier lieu qu'elle propose l'orientation ou les orientations thérapeutiques prescrites. Ensuite, d'autres critères plus personnels peuvent entrer en ligne de compte, comme la taille de l'établissement, les frais de transport pour y accéder, l'offre de loisirs, l'environnement et le climat. N'oublions pas que beaucoup de stations thermales sont également des stations climatiques et que cette considération peut être intéressante dans la prise en charge de certaines pathologies respiratoires ou phlébologiques en particulier. Il est donc fréquent que la station choisie ne soit pas la plus proche de votre domicile, et cela est en général sans conséquence, sauf si vos ressources vous permettent de bénéficier des prestations complémentaires. Dans ce cas, l'indemnisation des frais de transport sera plafonnée sur la base du trajet aller-retour SNCF deuxième classe entre votre domicile et la station la plus proche de votre domicile qui propose l'orientation thérapeutique qui vous a été prescrite. Alors c'est quoi la double orientation? Eh bien, le médecin a la possibilité de vous prescrire une cure en double orientation lorsque votre état de santé peut bénéficier du traitement thermal simultané de deux pathologies. Ce peut être le cas si vous présentez par exemple des pathologies qui ont un retentissement l'une sur l'autre, par exemple des rhumatismes et un problème veineux, ou encore des rhumatismes et un problème de surpoids. Ce peut être aussi le cas de pathologies non dépendantes, par exemple des troubles digestifs et une affection respiratoire. Dans ce cas, le médecin spécifiera l'orientation principale dans laquelle vous bénéficierez d'un traitement entier, c'est-à-dire de 4 à 6 soins par jour, et l'orientation secondaire dans laquelle il vous sera administré un demi-forfait de soins, donc à raison de 2 à 3 soins par jour. Bien entendu, le coût du traitement thermal est alors majoré, mais toujours pris en charge dans les mêmes conditions. Les tarifs sont-ils les mêmes d'une station à l'autre? Chacune des 12 orientations thérapeutiques dispose d'un forfait avec son propre tarif. Pour un forfait dans une orientation thérapeutique donnée, les tarifs sont harmonisés entre les stations. Cela signifie que quelle que soit la station choisie, je dis bien quelle que soit la station choisie pour faire une cure de rhumatologie par exemple, la base sur laquelle le remboursement de l'assurance maladie s'applique est identique. Ensuite, chaque station applique en tout ou partie un complément tarifaire encadré par la convention thermale qui est à la charge du curiste ou de sa complémentaire santé. Actuellement, sa valeur est de l'ordre en moyenne d'une cinquantaine d'euros. Il est à noter que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, l'ex-CMUC et ACS, sont exonérés de ce complément tarifaire. Alors faut-il d'abord réserver auprès des thermes ou de l'hébergement? Il n'y a pas de règle universelle, alors souvent il faut se plier à la contrainte la plus forte,
qui est celle de la capacité d'accueil des thermes. Le risque est patent au mois de forte affluence, et il se pourrait qu'après avoir réservé votre hébergement, vous ne trouviez pas de place à l'établissement thermal à la date de début de cure désirée, ou alors à une heure de passage que vous jugeriez inconfortable, très tôt le matin ou alors dans l'après-midi par exemple. En termes de début de séjour, il est conseillé d'arriver la veille ou le jour même de la date de début de soins, de façon à alléger la facture de l'hébergement, et sachant que les soins, sauf exception, peuvent commencer n'importe quel jour de la semaine, sauf le dimanche, puisque les thermes sont fermés le dimanche. Les lundis sont traditionnellement plus plébiscités, car les hébergeurs gèrent des disponibilités par cycle de 3 semaines qui débutent le lundi. Certains exploitants thermaux qui gèrent des hébergements proposent de réserver en même temps votre cure thermale et votre hébergement. Ce peut être un avantage en termes d'allègement des démarches et également de versement d'air. Dans tous les cas de figure, il ne faut pas oublier de prendre aussi rendez-vous avec un médecin thermal. Les coordonnées de ces médecins thermaux et des hébergeurs sont communiquées sur le site ou dans la documentation de l'Office du tourisme. Alors, puis-je accompagner un curiste? L'accompagnement d'un curiste en station est très fréquent. L'accompagnant, s'il ne bénéficie pas lui-même d'une cure thermale, peut accéder aux soins de bien-être, voire à certains programmes de soins, de prévention ou de détente, qui, comme vous le savez, en revanche, ne sont pas pris en charge. Dans certains cas, l'accompagnement n'est pas une option, mais bien une nécessité lorsqu'il s'agit d'un mineur, par exemple, ou d'une personne non autonome. Dans ces cas, sous condition de ressources, les frais de transport de l'accompagnant peuvent également être pris en charge de la même façon que ceux du curiste. Enfin, et dernière question, faut-il souscrire une assurance annulation? Eh bien, l'assurance annulation ou interruption de séjour n'est pas obligatoire. L'enjeu est la récupération des arts versés et des frais non consommés, surtout pour votre hébergement. Alors elle peut être conseillée lorsque la date de la cure est éloignée de celle de la réservation ou en cas d'aléa dont le risque de matérialisation est significatif. L'assurance peut être souscrite auprès d'un prestataire indépendant et il est recommandé de bien vérifier les clauses d'exclusion de ces contrats, en particulier celles liées à l'état de santé de l'assuré. Voilà, on a balayé un certain nombre de questions. Si vous n'avez pas trouvé la réponse à la question que vous vous posez, je vous invite à nous la transmettre à l'adresse cnet@médecinethermale.fr. Nous allons maintenant parler sous et plus précisément du remboursement opéré par la Sécurité sociale, c'est-à-dire la caisse des salariés du régime général ainsi que la caisse de la mutualité sociale agricole. Il faut distinguer deux types de prestations, les prestations légales, à savoir le forfait de surveillance médicale qui rémunère les 3 consultations délivrées par le médecin thermal avec une prise en charge à 70% du forfait qui est soit de 80 €, soit de 120 € en cas de suivi d'une double orientation. Le forfait de soins thermaux, prise en charge à 65%. Et en conséquence, le curiste doit s'acquitter du reste à charge s'il n'a pas de mutuelle. En général, les mutuelles interviennent sur la prise en charge du ticket modérateur. Et citons également les cas d'exonération pour les 20% des curistes qui accèdent à la cure thermale dans le cadre du traitement d'une affection longue durée, de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou des militaires qui sont bénéficiaires de l'article 115, donc du statut d'invalide. Les prestations non remboursées, ce sont les forfaits et programmes éducatifs, les soins de confort également, et sont remboursées sous condition de ressources les prestations dites complémentaires qui bénéficient à 15% des curistes, qui sont les frais de déplacement, sur la base du billet SNCF deuxième classe aller-retour entre le domicile et la gare SNCF la plus proche de la station thermale. C'est une dépense qui en moyenne est de l'ordre de 90 à 100 € par curiste. Les frais d'hébergement également sont susceptibles d'être indemnisés partiellement puisqu'ils sont plafonnés à 150 € pour ces deux types d'interventions
il faut appliquer bien sûr le taux de prise en charge qui est soit de 65%, soit de 100%. Vous voyez ici le tableau détaillé des prises en charge, détaillant dans un premier temps les prestations légales. Je ne vais pas les commenter, vous pourrez vous y reporter dans la documentation des stations et sur celles figurant sur le site de la médecine thermale. De même que les prestations supplémentaires qui sont soumises à plafond de ressources, à l'exception de la maladie professionnelle et de l'accident du travail, qui, elles, sont déplafonnées. Voici enfin le fameux Graal qui ouvre l'accès à l'établissement thermal, la prise en charge administrative de la cure thermale qui est composée de 3 volets, dont celui-ci, le premier, qui est à remettre au médecin thermal. Il est composé sur la partie gauche de données administratives pré-remplies et sur la partie droite de zones permettant au médecin de consigner les dates des consultations ainsi que les éventuelles pratiques médicales qu'il a délivrées. Le second volet est à destination de l'établissement thermal. Il est à remettre au service administratif le jour de votre inscription. Sur la partie droite, les services administratifs y consigneront les forfaits, le ou les forfaits que vous avez reçus, ainsi que les détails des soins thermaux. Le troisième volet permet aux personnes aux revenus limités de bénéficier des prestations complémentaires. Il conviendra de reporter sur la partie droite les modalités des déplacements que vous avez effectués, ainsi que les dates de votre hébergement et le montant qui a été engagé. Une question délicate maintenant, celle de la cure thermale et des arrêts de travail. D'emblée, il faut dire que cela concerne une minorité de curistes, puisque 3/4 d'entre eux sont déjà à la retraite. Néanmoins, pour ceux qui sont concernés, la règle générale est que le salarié ne peut pas choisir la date à laquelle il part en cure thermale. Celle-ci doit se faire nécessairement pendant les congés payés. Alors cette règle, elle souffre de 3 exceptions. Lorsque le salarié dispose d'une prescription médicale qui fixe impérativement la date de la cure, il peut s'agir notamment de cas cliniques particuliers tels que celui de la grande souffrance psychologique liée à une dépression et qui implique une prise en charge urgente, ou alors le traitement des séquelles de brûlure qui doivent se faire dans une séquence de temps prédéfinie. La seconde exception, eh bien, naturellement, lorsqu'il y a un accord de gré à gré entre le salarié et l'employeur pour un départ en dehors des congés payés. Et enfin, la dernière exception, c'est le cas du salarié qui est en arrêt de travail et la cure est prescrite dans le cadre de l'affection qui a entraîné cette incapacité de travail. Alors dans ces cas, le salarié peut percevoir des indemnités journalières. Elles sont toujours assujetties à conditions de ressources, sauf dans les cas particuliers de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Et le salarié doit justifier de ressources qui sont inférieures au montant annuel de la sécurité sociale qui actuellement est de l'ordre de 41 000 €. Il est majoré pour tous les ayants droit à la charge de l'assuré. Et dans ces cas-là, le complément de rémunération est versé par l'employeur. 3 semaines se sont écoulées, c'est déjà la fin de la cure. Il conviendra de passer à l'établissement thermal pour récupérer la facture de soins qui vous sera nécessaire pour demander la prise en charge de votre complémentaire santé et également de voir une troisième et dernière fois le médecin thermal qui remplira un courrier à destination de son confrère qui a prescrit la cure pour lui rendre compte de son déroulement et de ses effets. Il en profitera pour vous prodiguer certainement des conseils pour maintenir les bienfaits de la cure pendant cette période intercurrente
et prolonger ainsi les bénéfices des soins. Faut-il renouveler la cure? Ce qui est certain, c'est qu'à l'issue de la première cure, il est parfois difficile de se prononcer sur son efficacité. Elle révélera plus souvent une éventuelle intolérance, et parfois il faut 3 à 4 cures pour révéler pleinement l'efficacité du traitement thermal. Alors cela dépend bien sûr beaucoup de la personne et de la pathologie. Il y a un certain nombre de cas où d'emblée les résultats sont acquis au terme d'une seule cure, et je pense en particulier au traitement de la dermatite atopique chez l'enfant. Lorsqu'il y a résultat, eh bien la grande surprise, c'est de constater qu'ils ne sont pas éphémères, et c'est l'une des révélations des études qui ont été conduites par l'Association française de recherche thermale. Elle démontre assez régulièrement que les bénéfices sont durables, bénéfices en termes de sédation ou de diminution de la douleur, de récupération des capacités fonctionnelles qui permettent aux curistes de réaliser les gestes de la vie quotidienne, et également d'amélioration de la qualité de vie. Alors, résultats qui ne sont pas éphémères, ils ne sont pas éternels non plus, ces résultats, et c'est la raison pour laquelle, au bout de 9 mois, il y a une diminution des bénéfices acquis, ce qui plaide bien sûr pour un renouvellement du traitement. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de notre parcours thermal. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Je vous remercie à vous rendre si nécessaire sur le site de la médecine thermale et du CNET, www.médecinethermale.fr. Vous y trouverez des informations complémentaires et plus détaillées. Et puis également, vous aurez le loisir de nous poser des questions ou de nous faire part de vos commentaires à l'adresse cnet@médecinethermale.fr. Je vous invite maintenant à rejoindre, si vous le voulez bien, Leïla Dorothée, qui va vous présenter le déroulement pratique de la cure thermale. Et puis, dans un second temps, je pense que vous aurez plaisir à écouter le professeur Christian Roch, qui, du haut de sa compétence, vous présentera l'intérêt de la médecine thermale dans différentes pathologies. Merci, à très bientôt, je l'espère.